Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer ensemble un discours politique assez marquant d'Éric Zemmour. L'idée, c'est de comprendre ses arguments clés, de voir comment il les articule et de le faire de la manière la plus claire possible. Alors d'entrée de jeu, il pose un constat très fort. Pour lui, le problème central de la politique française aujourd'hui, c'est cette rupture, ce divorce entre les citoyens et leurs dirigeants, une confiance qui serait totalement brisée. C'est son point de départ. Allez, on creuse un peu tout ça. Le premier grand axe de son discours, c'est donc ce diagnostic d'une France à l'arrêt, une France paralysée. Et cette paralysie, selon lui, elle a un visage, celui des premiers ministres qui se succèdent sans rien changer. Et pour illustrer ça, il s'appuie sur des exemples très récents. On a ici les mandats, disons, très courts de Michel Barnier et de François Bayrou. Pour lui, c'est la preuve éclatante d'une instabilité au sommet de l'État et d'une véritable incapacité à gouverner. Le cas de Michel Barnier est particulièrement visé. Son passage de 3 mois à Matignon est qualifié d'inefficace. L'accusation est double, n'avoir rien accompli tout en s'assurant une retraite de Premier ministre qui, selon le chiffre qu'il avance, atteindrait 28 000 € par mois. Et après Barnier, François Bayrou, eh bien, selon l'analyse d'Éric Zemmour, c'est un peu bis repetita. Il le décrit comme une autre facette de ce même centrisme, lui reprochant d'avoir mis le pays en pause pendant des mois pour finalement jeter l'éponge après le rejet de son plan. Donc, la conclusion qu'il tire de ces échecs successifs est sans appel. Changer de Premier ministre ne sert à rien. Pour lui, la crise est bien plus profonde et seule une nouvelle élection présidentielle pourrait débloquer la situation. Ok, donc le problème est posé. Maintenant, quelle est la solution qu'il avance? Eh bien, il va chercher un contre-modèle, un exemple à l'opposé, en la personne de Donald Trump et de ses actions aux États-Unis. Et là, le contraste est volontairement saisissant. D'un côté, il dépeint une France immobile, paralysée par ce qu'il nomme le centrisme déprimé. De l'autre, l'Amérique de Trump, présentée comme la preuve par l'action que les choses peuvent changer radicalement. Et l'exemple qu'il martèle le plus, c'est celui de l'immigration. Il avance ce chiffre, moins d'1,5 million, pour affirmer qu'une politique de réduction massive, qu'il appelle la remigration, est non seulement possible, mais qu'elle a déjà été mise en œuvre ailleurs. Mais ce n'est pas tout. Il ne s'arrête pas aux questions migratoires. Son analyse met aussi en avant ce qu'il décrit comme une contre-révolution culturelle menée par Trump, visant directement le wokisme, les politiques de quotas et prônant un retour au mérite. Et tout ça, ça mène à une idée centrale dans son discours. Ces actions seraient le signe du retour d'un certain type de leadership. Un leadership fort, décidé, que les peuples, selon lui, attendraient. Bon, on pourrait penser que cet exemple américain est un cas isolé. Mais pas du tout. Dans sa vision des choses, ce n'est qu'une pièce d'un puzzle beaucoup plus grand, un mouvement d'ampleur mondiale. Et ce mouvement mondial, il lui donne un nom, le réveil des peuples. C'est une sorte de prise de conscience généralisée des nations occidentales contre ce qu'il désigne comme le mondialisme et le progressisme. Une urgence, car pour lui, il est minuit moins une. Et où est-ce que ça se passe, ce réveil? Eh bien, d'après lui, un peu partout en Europe. Il cite d'abord la Hongrie de Viktor Orban comme l'un des pionniers de ce mouvement. Ensuite, cette vague, comme il l'appelle, aurait touché d'autres pays. On voit ici l'Italie, la Suède, les Pays-Bas, autant de nations où, selon son analyse, des forces nationalistes gagnent du terrain. Et plus récemment encore, il pointe du doigt le Royaume-Uni et l'Irlande. Pour lui, les manifestations qui s'y sont déroulées sont les derniers signes en date de cette réaction populaire contre l'immigration et ce qu'il appelle l'islamisation. Alors cette vision politique, elle ne flotte pas en l'air. Elle est solidement ancrée, selon lui, dans une vision économique très précise, qui s'oppose frontalement au modèle de libre-échange de l'Union européenne. Pour illustrer ça, il prend un exemple très parlant, une négociation sur les tarifs douaniers entre l'Europe et les États-Unis. D'abord, la menace américaine, 27% de taxes sur les voitures européennes. Ensuite, la réaction, surtout de l'Allemagne et de l'Italie, qui veulent à tout prix protéger leur industrie auto. L'accord final, négocié par la Commission, aboutit à un tarif unique de 15%. Résultat des courses, selon lui, une bonne nouvelle pour les constructeurs allemands, mais une très mauvaise pour les vignerons français qui voient leurs taxes passer de 0 à 15%. Ça nous amène donc à son modèle économique alternatif. En résumé, à l'intérieur de l'Europe, il prône un modèle libéral avec moins de normes et moins d'impôts. Mais vis-à-vis de l'extérieur, il défend un protectionnisme fort, avec des barrières douanières pour protéger les industries européennes. Un modèle, dit-il, qui s'inspire de l'histoire américaine. Voilà. Donc on a vu la critique de la paralysie politique, le contre-modèle américain, la vision économique protectionniste. Tout ça, ça débouche sur quoi? Sur un plan d'action concret pour la France.
Ce plan, il l'appelle Reconquête. Et c'est un programme qui propose un changement de cap radical sur plusieurs fronts majeurs. Redresser les finances, stopper ce qu'il appelle l'invasion migratoire, réformer l'école, réindustrialiser et bien sûr rétablir l'ordre et la sécurité. Alors, qu'on soit d'accord ou pas avec ce discours, une chose est sûre, il est le reflet d'un courant politique qui prend de l'ampleur en France et ailleurs. Et ça nous laisse avec une question assez fondamentale pour la suite. Quelle direction les démocraties occidentales sont-elles en train de prendre ?